Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Je suis Marjorie Jaffré, chargée de communication en alternance au Greffe Bretagne et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire intitulé Les industries agroalimentaires, moteurs de l'emploi industriel breton, qui fait partie de notre programme des rendez-vous sectoriels du Greffe. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir les processus de recrutement et d'accompagnement de l'entreprise Coperle et discuter de deux études réalisées par l'INSEE. La première étant les industries agroalimentaires en 2022, un secteur majeur pour l'emploi industriel breton. Et la seconde, en Bretagne, les travailleurs immigrés sont de plus en plus présents dans l'agroalimentaire. Donc pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Ducrot, responsable de recrutement, et Audrey Grard, responsable des ressources humaines diversité à la Coperle, ainsi que Tristan Picard, directeur général adjoint et chef du service études et diffusion de l'INSEE Bretagne. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Sylvie Rochard est responsable du pôle accompagnement des acteurs du Grève Bretagne, sera aussi présente avec nous dans le chat aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions à nous ou à nos intervenants du jour et nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau ou en fin de session. Nous allons pouvoir débuter ce webinaire avec le témoignage de l'entreprise Coperle. Pour commencer, Audrey et Caroline, pourriez-vous nous présenter la Coperle en quelques mots et nous parler des différents processus de recrutement et d'accompagnement au sein de l'entreprise? Oui, avec plaisir. Donc, on va vous partager une petite présentation. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Caroline Ducrot. Je suis responsable de recrutement au sein du groupe Coperle depuis 2014. Donc, voilà, on vient en introduction de la restitution des études INSEE qui sera faite ensuite par Monsieur Picard pour vous apporter un témoignage, un retour terrain de ce que nous vivons à la Coperle. Donc, très rapidement, Coperle, donc, c'est un groupe coopératif basé à Lamballe dans les Côtes-d'Armor qui fêtera cette année ses 60 ans d'existence, puisque c'est un groupe qui a été créé en 1966. Donc aujourd'hui, le groupe compte 7500 salariés, est toujours très implanté en Bretagne avec 4700 salariés en Bretagne, 4600 éleveurs adhérents et une activité qui est très axée sur l'élevage de porcs, même si on commence à se développer aussi sur le bovin. Donc on compte voilà, 600 métiers différents environ et on exporte nos produits partout dans le monde et dans 50 pays en particulier pour nourrir, on l'estime, 13 millions de consommateurs chaque jour. Donc nous sommes organisés en filière. Donc alors, on disait auparavant de la fourche à la fourchette, maintenant on dit plutôt du producteur au consommateur. Donc nos activités, vous voyez, sont organisées en branches d'activités, donc du groupement d'éleveurs, porcs et bovins, avec voilà, des techniciens d'élevage qui accompagnent nos éleveurs adhérents pour la meilleure gestion possible de leur élevage, des usines de nutrition animale, des activités autour des équipements d'élevage, autour de l'environnement pour le meilleur traitement des déchets issus des élevages ou des outils industriels, la branche ingrédients, la branche viande qui transforme les viandes en produits de boucherie, la viande salaison qui propose des produits de charcuterie et de salaison et un réseau de distribution. Donc nous sommes présents sur une trentaine de sites industriels en France, donc comme je le disais, quand même très basé principalement basé en Bretagne, mais avec voilà, une implantation qui s'est élargie au fur et à mesure des années et des acquisitions. Voilà, des magasins Calipro, des magasins multifrais, des magasins à la ferme avec certains éleveurs adhérents qui ouvrent un magasin au sein de leur exploitation pour faire de la vente directe aux consommateurs et des zones du groupement voilà, pour accompagner, comme je disais, nos éleveurs. Je vais faire un focus hein, sur le territoire de Lamballe-Armor, donc, qui concentre voilà, le principal des activités du groupe, hein, sur des activités industrielles et aussi le siège social du groupe. Donc, Lamballe, on peut parler d'une situation démographique difficile, hein. Lamballe, c'est environ 17 000 habitants, mais une population active de seulement 10 000 personnes environ.
une population qui augmente, mais qui a tendance à vieillir, parce que la part des seniors dans la population est en croissance, hein, continue. À l'inverse, la part des jeunes diminue. Et on sait que voilà, la situation ne va pas s'inverser, bien au contraire. Un taux de chômage qui est faible, hein, qui est historiquement très en dessous de la moyenne nationale. Donc actuellement, on est environ à 5% de taux de chômage à l'emballe. Donc c'est une situation de quasi plein emploi avec un taux de chômage qui est l'un des plus faibles de Bretagne, hein. Voilà, on se situe juste après la ville de Vitré. Alors, dans le groupe, un besoin accru de compétences, alors aussi bien en nombre en quantité qu'en qualité, j'ai envie de dire. En nombre, parce que voilà, le groupe se développe et ben voilà, on a besoin de ressources supplémentaires. Et en compétences, ben, on sait que les métiers sont de plus en plus techniques, de plus en plus complexes. Donc, on recherche des candidats voilà, de plus en plus qualifiés, voire très qualifiés. Donc, on connaît une vraie tension, hein, en fait, sur le marché de l'emploi avec des besoins qui sont bien supérieurs à ce que le territoire peut offrir, en fait. Euh, donc, par chance, en fait, j'ai envie de dire, depuis le début des années 2000, avec l'ouverture des frontières et la libre circulation des personnes en Europe, on a vu arriver des personnes venant de l'Europe de l'Est, principalement et de la Roumanie en particulier, des personnes qui sont venues tout simplement chercher du travail en Bretagne et qu'on a commencé à accueillir, oui, depuis le début des années 2000. Alors avec, voilà, pour certaines des personnes qui sont toujours là aujourd'hui, qui ont fêté leurs 10 ans d'ancienneté à la Cooper, leurs 20 ans d'ancienneté pour certains, et voilà, qui ont pu parfois évoluer, faire vraiment des beaux parcours à la Coperle en arrivant sur des postes vraiment d'opérateurs de production et en gravissant les échelons pour repasser sur des postes de conducteurs de ligne, de chefs d'équipe, puis pour certains de responsables d'atelier ou commencer sur des postes en production, puis évoluer vers des postes plutôt administratifs en comptabilité, par exemple. Donc, on a l'habitude, en fait, depuis des années déjà, d'accueillir des personnes de nationalité étrangère dans les équipes. Donc, malgré tout, ce n'est pas suffisant pour répondre à l'ensemble de nos besoins. Euh, donc d'un point de vue recrutement, on a mis en œuvre bon, des actions assez classiques, hein, comme le font beaucoup d'entreprises. Donc on essaye encore de se faire connaître au maximum en mettant en place des actions dites de marque employeur. Donc on organise et on participe très souvent à des forums, des job dating. euh, Présent au maximum dans les écoles aussi pour voilà, créer du lien et faire connaître Cooperl au plus grand nombre. Bien sûr, on est en relation très étroite avec les partenaires emploi, donc j'ai parlé évidemment de France Travail et de nos agences d'intérim partenaires, hein, qui nous accompagnent au quotidien pour répondre à nos besoins. Et on met en place aussi des actions de sourcing. Donc là, on va vraiment chercher des candidats qui ne sont pas forcément en démarche active de recherche d'emploi, mais voilà, on met en place des actions pour aller les contacter via CVTech ou réseaux sociaux professionnels. Donc, voilà, en fait, le recrutement à l'international, clairement, il s'impose à nous, hein, parce que, comme je le disais, le bassin de l'emploi ne permet pas de répondre à nos besoins. Donc, on est obligé d'aller chercher des compétences ailleurs. Donc, comme je disais, il y a des personnes qui viennent naturellement, voilà, qui viennent en Bretagne chercher du travail et s'y installer. Mais on a aussi des démarches actives de recrutement à l'étranger. Je vais parler en particulier de la maintenance. La maintenance, comme vous le savez certainement, voilà, ça a toujours été un sujet pour les entreprises industrielles. Cooper a créé il y a quelques années son centre de formation, donc le CFMA à Lamballe, qui propose notamment un BTS maintenance. Malgré tout, on a besoin voilà, de personnel de maintenance
expérimentés, déjà formés. Donc là, on lance une troisième session de recrutement au Maroc et en Tunisie pour aller recruter des candidats voilà, en maintenance. Là, j'ai trois collègues, par exemple, qui partent la semaine du 16 mars pour rencontrer une quarantaine de candidats. Et, euh, et on a déjà accueilli une soixantaine de techniciens de maintenance sur les dernières années, voilà, qui font des beaux parcours en interne et qu'on est très content d'accueillir. On a aussi d'autres projets donc, au Brésil pour des postes en élevage parce que nos éleveurs adhérents sont aussi en recherche de personnel, hein. On sait qu'il y a un petit peu une crise de vocation autour des métiers agricoles. Donc là, c'est pareil, nos éleveurs adhérents ont besoin de salariés, ont besoin de renforts dans leur élevage. On ne trouve pas les ressources en local, donc il faut aussi aller les chercher à l'extérieur. Donc voilà, notamment au Brésil. Et on a aussi des opérations de recrutement en cours au Vietnam, là plutôt sur des postes d'opérateurs de production en transformation des viandes. Euh, donc voilà, cette diversité dans nos effectifs, elle est déjà présente depuis un certain nombre d'années. Elle a tendance à s'amplifier. Donc il y a des vrais enjeux qui se posent autour de l'intégration et de la fidélisation de ces personnes qui arrivent sur le territoire. Voilà, bien souvent avec une culture complètement différente, avec des problématiques de langue. Et voilà, je vais passer la parole à ma collègue Audrey. Donc, bonjour à tous, donc moi je suis Audrey Grard, je me présente rapidement, je suis responsable du coup RH diversité au sein de la Coperle. Donc pour rebondir sur ce qu'a dit ma collègue Caroline, donc l'enjeu fort aujourd'hui au sein de la Coperle en termes de stratégie RH, c'est de savoir comment intégrer du coup au mieux nos travailleurs étrangers et surtout les fidéliser, hein, puisque c'est un enjeu, leur présence est aujourd'hui essentielle à notre activité comme on a pu le voir par rapport à ce qu'on constate. Donc en octobre 2024 a été décidée la création d'un pôle diversité au sein de la Coperle, dont la finalité donc est de promouvoir la diversité, prévenir les discriminations et dépasser les différences. Donc comment? Eh ben, tout simplement en mettant en place des actions de sensibilisation, des pratiques et des procédures favorisant l'inclusion. Donc, je vais vous montrer quelques chiffres pour vous permettre de mieux comprendre en fait la taille de cet enjeu, sachant que par rapport à ce que disait Caroline, ça va s'amplifier. Donc aujourd'hui, au sein de la Coperle, l'ensemble de nos travailleurs étrangers représente 13,3% de nos effectifs. Donc c'est autant dire que sans eux, l'activité nous semble difficile à maintenir. Parmi ces travailleurs étrangers, on peut compter à peu près 84,7% qui occupent un emploi dit qualifié à très qualifié. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais on en a mis quelques-uns, notamment en exemple sur la présentation. Donc comme disait tout à l'heure déjà Caroline, technicien de maintenance, conducteur de ligne, chef d'équipe. On a vraiment des personnes d'origine étrangère sur l'ensemble de nos secteurs d'activité, que ce soit en production, sur des postes de responsables de service, mais aussi sur les métiers de l'informatique, de la comptabilité. Un autre chiffre important, c'est le nombre de nationalités différentes hein, au sein de nos effectifs. Aujourd'hui, on dénombre 67 nationalités différentes et tout ce que ça engendre derrière en termes de management, mais je vais en revenir un peu plus en détail après. Donc des nationalités plus ou moins représentées. Globalement, nos travailleurs étrangers sont plutôt originaires des pays membres de l'Union européenne ou des pays d'Afrique subsaharienne. Et un autre chiffre qui est important à avoir en tête, c'est 60% de nos travailleurs étrangers sont allophones, donc ne parlent pas notre langue. Donc ça, c'est aussi un indicateur important à avoir en tête pour, par rapport à la notion de diversité.
Donc le pôle diversité, comme je le disais, est un pôle assez récent au sein de la Coperle, puisque octobre 2024, c'est hier, même si, comme disait Caroline, ça fait déjà quelques années que nous intégrons des personnes d'origine étrangère. Aujourd'hui, on s'est vraiment rendu compte que c'était un véritable enjeu pour maintenir notre activité. Donc, on s'est intéressé à nos salariés étrangers en allant les interviewer et comprendre un petit peu les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer et comment nous, on pouvait agir et mettre en place un véritable outil social pour répondre à cet enjeu de recrutement et de fidélisation. Et donc de là est né le pôle diversité qui commence, comment dire, qui se décline en fait, pardon, en interne et en externe autour de 4 grands axes qui reprennent les 9 thématiques que vous voyez à l'écran. Donc le premier grand axe, il s'agirait de favoriser la communication et comprendre les différences culturelles. Donc ça, c'est un axe très important dans lequel on va retrouver la thématique de la langue et la thématique de la découverte culturelle. En gros, moi, je mets ça sous mieux se comprendre de manière large, d'un point de vue linguistique et d'un point de vue culturel, pour mieux travailler ensemble. Et donc concrètement, les actions qu'on peut mettre en place sur cet axe, c'est actuellement, on est en train de développer une application digitale interne pour permettre à nos salariés allophones d'apprendre sous un format adapté à leurs besoins, d'apprendre le français et un format adapté à notre besoin, nous, en entreprise, en termes de contenu de vocabulaire. Donc voilà sur la partie langue, par exemple, un exemple concret. Au niveau de la partie découverte culturelle, donc là, il s'agit d'encourager nos actions. En fait, elles sont dédiées à encourager la connaissance et l'acceptation des différences culturelles. Concrètement, là, on va finaliser en fait un projet d'exposition au sein de nos salles de pause au niveau des ateliers de production, une exposition sur l'ensemble, sur les 8 nationalités les plus représentées dans l'entreprise qui vont permettre de découvrir en fait la culture de son collègue qui arrive d'un pays étranger. Donc ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième axe, c'est d'accompagner le management multiculturel qu'on voit qui se traduit par la thématique des aides managériales. Donc là aussi, c'est un axe très important, bon, comme tous, hein, on va dire. Mais donc là, en fait, euh, l'objet en fait de cet axe, c'est de répondre en fait aux problématiques, de trouver des solutions pour répondre aux problématiques des managers de terrain qui peuvent rencontrer au quotidien dans le management d'équipes multiculturelles. Donc, ça peut passer par des actions de sensibilisation, des actions de formation ciblées, mais d'un point de vue opérationnel, par exemple, c'est par la mise à disposition d'un outil de traduction vocale qui va permettre aux responsables de pouvoir communiquer de manière spontanée avec l'ensemble de leurs salariés. Donc ça, c'était un irritant très important quand le poste a été créé, donc qui a été en partie résolu là donc par la mise à disposition d'un outil qui répond totalement à nos besoins, c'est-à-dire un outil multilingue, donc qui va remplir sa vocation par rapport au fait qu'on a différentes langues parlées dans l'entreprise et adapté également à notre environnement de travail, puisque on est sur un environnement de travail plutôt bruyant et c'est un outil qui répond complètement à cette problématique. Alors, troisième axe, non, alors pour revenir aussi sur les aides managériales, on est aussi sur l'identification de ressources en interne pour permettre l'interprétation, la traduction, hein, en échange également avec les salariés, mais aussi, comme je l'ai indiqué, la traduction des documents. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait dès le départ quand on a commencé à intégrer des personnes d'origine étrangère. Et puis aujourd'hui, on développe, parce que comme disait tout à l'heure Caroline, donc on recrute des personnes d'origine vietnamienne. Donc là, la compréhension de notre vocabulaire peut paraître compliquée. Donc du coup, là, on a développé de nouvelles traductions dans de nouvelles langues de tous nos documents internes.
Donc, troisième axe, je disais, et puis après, je vais terminer sur ma présentation. Donc, le troisième axe, qui est un axe assez important, donc c'est structurer l'accompagnement individuel et familial, qui va reprendre les 5 thématiques: accueil, intégration des enfants, démarche administrative, logement, intégration du conjoint et relations avec les administrations. Donc là, il s'agit tout simplement, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas tout simple, d'accompagner les salariés dans leur démarche administrative, hein, ce qui peut être déjà compliqué pour nous qui comprenons la langue, donc avec des personnes qui ne parlent pas la langue française, c'est d'autant plus compliqué. Donc là, le rôle du pôle diversité, c'est de les accompagner dans ces démarches pour les faciliter. Donc démarche administrative, démarche au niveau du logement également. L'intégration du conjoint, c'est par exemple si le profil du conjoint peut correspondre à une opportunité dans l'entreprise, euh, c'est y répondre, ou alors pourquoi pas faire marcher également euh, notre réseau pour l'intégration du conjoint. Au niveau de l'accueil et l'intégration des enfants, donc ça c'est une des premières actions du pôle diversité qui a été créée. On a créé une association dont l'objet est de favoriser l'accueil des enfants étrangers de 6 à 14 ans, puisqu'on sait bien que si les enfants sont bien intégrés, normalement les parents devraient se sentir bien également intégrés. Donc en favorisant l'accueil et l'intégration des enfants, on favorise celle des parents. Et donc cette association, donc comme je disais, elle a pour objet de favoriser l'accueil des enfants en leur fournissant un soutien pédagogique, linguistique, social et culturel. Et puis pour terminer, un axe aussi assez important, favoriser une culture de la diversité. Et je vous ai mis un petit exemple, c'est par exemple, on a fait participer des salariés en 2025 pour créer notre vidéo de vœux de bonne année. Donc chacun a exprimé ses vœux dans sa langue maternelle. Et puis cette année, on a fait sur les traditions de Noël dans les différents pays. Donc ça, c'est une, euh, une action qui favorise la culture de la diversité au sein de nos équipes. Et puis, ben voilà l'ensemble des actions qu'on mène Parfait. actuellement et qui ont vocation à se développer encore sur le sujet de l'intégration et de la fidélisation de nos équipes étrangères. Merci Audrey, merci Caroline. Il y a une question dans le chat par rapport à la création de ce pôle diversité au sein de la Coperle. C'était de savoir si aujourd'hui vous étiez la seule personne qui était recrutée sur ce pôle ou s'il y avait déjà plusieurs personnes de recrutées au sein du pôle. Alors aujourd'hui, je suis la seule personne, mais en fait, je travaille beaucoup en collaboration avec les responsables RH des différents sites et puis les managers de proximité qui sont vraiment des appuis aussi. Oui, comme vous le disiez, l'idée c'est vraiment de diffuser aussi la culture de la diversité au sein de la Coperle. Ouais. Mais du coup, je travaille avec différents acteurs, mais aujourd'hui, je suis seule sur ce pôle. Parfait. Merci. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, Marjorie, je peux te Ouais. laisser prendre la. S'il faut, on reprendra un petit temps à la fin pour récupérer les questions si on en voit. Bah, en tout cas, merci beaucoup Audrey et Caroline, c'était très riche et intéressant. Je vais maintenant passer la parole à Tristan Picard qui va venir compléter cette intervention en se basant sur les deux études de l'INSEE. Tristan, nous venons d'avoir un aperçu concret des réalités du terrain. Est-ce que vous pourriez maintenant nous présenter la première étude sur laquelle nous allons discuter aujourd'hui et dans quel but elle a été rédigée? Merci, donc bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter donc, dans un premier temps cette étude qui est parue en fin d'année dernière sur les industries agroalimentaires en Bretagne. Alors, il faut savoir que l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur qui est majeur pour l'économie bretonne, et donc ça nous paraît important d'avoir régulièrement des publications dessus. Donc, c'est quelque chose où tous les 5 ans à peu près, on va essayer de faire des publications sur le sujet. Et en fait, le choix qu'on a fait dans cette publication, c'est dans un premier temps d'être plutôt sur les données de cadrage, en fait, sur l'importance du secteur, comment il se répartit sur le territoire, quels sont les différents sous-secteurs, comment est-ce qu'ils ont pu évoluer, etc. Donc vraiment, cette vision un peu globale. Et dans un second temps, on va lancer une deuxième étude cette année qui se concentrera plus sur les métiers au sein de l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, je pourrais malheureusement pas trop développer cette partie-là, et on l'abordera un petit peu par l'angle de notre étude sur les travailleurs immigrés, où on a eu un petit volet sur les métiers. Donc voilà, vous voyez,
C'est des publications qu'on a été amené à faire depuis longtemps, hein. Les précédentes, ça doit remonter jusqu'au moins 2010. Et il y a aussi des publications qui sont faites par le service statistique de, de la DRAF, donc en local, parce que forcément, ils travaillent aussi sur le sujet. Et donc, nous, notre étude qu'on a réalisée là sur l'agroalimentaire est en partenariat avec la DRAF et la DRETS, ce qui nous a permis en fait de bénéficier de leur expertise sur le sujet. Donc nous, on va dire, on a les chiffres et eux, ils nous apportent leurs connaissances métiers, que ce soit par le versant ministère de l'Agriculture ou par le versant sur le travail et l'économie. Ok. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu le périmètre du coup de cette étude et le poids de l'économie régionale de l'industrie agroalimentaire? Donc, sur le périmètre, alors en fait, nous, on se base sur la NAF, la nomenclature d'activité française. Et donc, pour ce qu'on a conservé dans les industries agroalimentaires, on est vraiment sur l'ensemble des activités de transformation et de conservation de matières premières en produits destinés à l'alimentation. Alors, bien sûr, ça inclut l'industrie des viandes, qui est très présente en Bretagne, on va le voir ensuite, tout ce qui est lié aux produits laitiers, mais, et peut-être on n'y pense pas forcément, c'est tout l'aspect boulangerie, pâtisserie industrielle, les plats préparés, l'alimentation animale. Donc, c'est vraiment des secteurs très variés, et on va le voir ensuite, qui ont chacun un poids différent, en Bretagne. Le premier résultat, c'est que la Bretagne est la première région en matière d'emploi dans les IA. C'est-à-dire que en Bretagne, on a 15% du total des emplois de l'industrie agroalimentaire de France. Donc, on est suivi par Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, donc, ça représente à peu près 60 000 salariés en fin 2022 dans la région. Ils travaillent dans 1200 établissements. On verra ensuite un peu les enjeux de taille d'établissement. Et donc, ça veut dire que au sein de l'économie bretonne, au sein de l'industrie bretonne, ben, les industries agroalimentaires ont un poids qui est beaucoup plus important que dans le reste de la France. Donc, c'est ça, hein, ce que je disais. En fait, ça représente 40% des emplois industriels bretons contre seulement 16% en moyenne en France. Donc, c'est vraiment une spécificité très, très importante de la Bretagne. Et on a regardé comment cette part avait évolué au cours du temps. Donc, vous voyez le chiffre France, hein, vous voyez, on est à 16% en 2021. On a une très légère croissance. Et en Bretagne, pareil, on est sur plutôt une tendance de légère croissance, hein, depuis 2008. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une part qui est quand même plutôt stable dans le temps. Merci beaucoup, Tristan. Pourriez-vous nous expliquer quelle est la répartition du secteur selon les différentes spécialisations agroalimentaires et quelles sont les spécificités bretonnes? Voilà. Alors, on a une vraie spécificité au sein de l'industrie agroalimentaire sur la transformation de produits d'origine animale. Donc l'industrie des viandes, hein, on pense bien sûr toutes les activités avec les porcs, avec la volaille, mais aussi avec les bovins. Et donc c'est ce qu'on a souhaité représenter sur ce graphique. Alors on va prendre un peu de temps pour le décrire parce que c'est un graphique qui est relativement complexe. Donc la première information qu'on voit, c'est on a les différents sous-secteurs des industries agroalimentaires, donc avec un code couleur. Donc tout ce qui est en rouge, ça dépend de l'industrie de la viande. Donc on voit transformation, conservation de viande de boucherie, transformation, conservation de viande de volaille, préparation industrielle à base de produits à base de viande. Dans les couleurs en bleu un peu clair, on a la partie produits laitiers. Donc on en a ici. On a les liquides et produits frais, fabrication de fromage. Après en jaune, c'est plutôt produits préparés, donc plats préparés. Et ensuite, l'aspect boulangerie, ça va être plutôt donc sur du jaune un peu cake. Donc là, quand vous voyez ça, les cercles concentriques, ça va indiquer la taille de ces sous-secteurs en termes d'emploi. Donc ce qui ressort très nettement quand on regarde ça, on voit bien que le sous-secteur le plus présent, c'est la transformation et conservation de viande de boucherie, mais avec les autres sous-secteurs de l'industrie de la viande qui sont bien présents. On voit que les produits laitiers sont également présents, les plats préparés et la transformation de légumes également. Après, ce qu'on a voulu représenter sur ce graphique, si on regarde vraiment de haut en bas, c'est en quoi ces secteurs sont spécifiques à la Bretagne par rapport à les répartitions qu'il y a en France. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cet indice de spécificité qui va nous dire, en fait, est-ce que ces activités sont plus présentes en Bretagne proportionnelles au sein des IA que dans l'ensemble des IA de France, ou au contraire, est-ce qu'elles sont moins présentes? Donc, quand l'indice de spécificité est supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on parle d'activités qui sont plus présentes en Bretagne, et plus élevées, plus c'est-à-dire qu'elles sont nettement plus présentes en Bretagne. Donc, on voit par exemple que les activités qui sont vraiment très spécifiques à la Bretagne, c'est l'aspect viande de boucherie, l'aspect transformation, conservation de poissons, de crustacés et de mollusques, la fabrication d'aliments pour animaux de la ferme et la fabrication d'autres produits laitiers. Alors que par contre,
dans les activités qui sont qui sont moins spécifiques, donc qui sont moins présentes dans les IA de Bretagne que dans le reste de la France. Bon, on va voir par exemple la transformation du thé et du café, la transformation de la conservation de fruits, etc. Donc ça, déjà, c'est pour lire de haut en bas ce graphique. Et ensuite, la deuxième chose qu'on a voulu montrer sur ce graphique, c'est est-ce qu'on parlait d'activités qui étaient plutôt à forte valeur ajoutée ou plutôt à faible valeur ajoutée? Et là, c'est une deuxième spécificité de la Bretagne, c'est qu'au sein des sous-secteurs des industries agroalimentaires, ben, les sous-secteurs présents dans l'industrie agroalimentaire bretonne, c'est plutôt des activités qui sont plutôt à faible valeur ajoutée. Vous voyez, hein, par rapport à des activités comme la bière, la fabrication de cacao, d'autres produits alimentaires, où le taux de valeur ajoutée va être nettement plus fort. Là, on va être quand même sur des taux quand même plus faibles, ce qui est lié notamment au fait on est en général dans des activités qui sont directement dans la transformation de production végétale qui sont tournées vers l'élevage. Donc voilà pour cette diapo. Merci Tristan. On a une question dans le chat de Monsieur Guyot qui demande quels sont les critères sélectionnés pour identifier les IAA dans l'étude d'INSEE. Les coopératives ont bien été intégrées, le commerce de gros également. Alors, le commerce de gros n'a pas été intégré. Ça, c'est un choix qui a été fait au niveau de l'étude. Et les coopératives, oui, sont bien intégrées dans l'étude. En fait, l'idée, c'est qu'on est vraiment resté par rapport au commerce de gros. Hein, on s'est posé la question parce que c'est un enjeu. On a fait l'étude en fait au niveau des établissements. Donc, on s'est intéressé à l'activité vraiment des établissements des IA et on n'est pas rentré sur le concept d'entreprise au sens économique. Alors, bon, on pourrait y passer du temps parce que c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est que l'entreprise au sens économique, oui, on peut avoir des activités de production, des activités de commerce de gros, donc il y a vraiment toute la chaîne. Là, on s'est vraiment concentré sur les établissements qui font partie des codes d'activité des industries agroalimentaires. D'accord, merci. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est-ce qu'a évolué l'emploi dans les différentes spécialisations au cours des dernières années? Oui. Alors, on a un graphique, il y a plusieurs courbes, donc on va y aller tranquillement. Donc, on a regardé l'évolution de l'emploi dans les établissements des IA depuis 2008. Un premier résultat, donc ça va être la courbe qui monte le plus en bleu clair, c'est que on a eu une augmentation très nette de l'emploi dans les produits laitiers, donc qui est en fait, vous voyez, un 43% depuis 2008, qui s'est associé notamment en fait à la création d'établissements, notamment dans la zone de Carré. Au contraire, dans l'industrie de la volaille, donc celle qu'on voit ici en rose, on a eu une baisse assez sensible euh, depuis, euh, depuis 2000, depuis 2008, qu'on retrouve. Alors, cette baisse, elle est vraiment très marquée dans la volaille. Dans les produits à base de viande, on va aussi avoir une baisse quand même assez marquée. Là où, par contre, dans les secteurs viande de boucherie, donc qui est en rouge ici, on est plutôt sur une croissance relativement faible. Je veux dire, on n'est pas sur la stabilité, mais c'est pas de la croissance massive. Dans les autres secteurs qui sont en croissance assez nette, on a eu la boulangerie-pâtisserie et les plats préparés, donc on a plus de 25% de croissance. Et si on regarde en global sur les IA, on a une stabilité entre 2008 et 2015. Et puis, depuis 2015, on a une hausse de 6% jusqu'à 2022. Donc, c'est plutôt relativement positif, j'ai envie de dire, pour l'ensemble du secteur, mais on voit bien qu'on a des variations très nettes entre les sous-secteurs. Euh, Ensuite, on peut regarder comment les industries agroalimentaires sont implantées sur le territoire breton. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec la carte qui est ici. Donc, on a représenté pour chaque intercommunalité l'emploi total dans les IA, donc en cercle concentrique. Et puis, vous avez donc les couleurs correspondent à la part des IA dans l'emploi salarié. Donc, plus les couleurs sont foncées, plus c'est des intercommunalités où la part des IA dans l'emploi salarié est importante. Et donc, ce qui ressort très nettement, en fait, c'est que déjà, les IA sont présentes sur tout le territoire breton. En fait, il y a les deux tiers des intercommunalités bretonnes où il y a au moins 250 emplois salariés dans les IA, ce qui fait que c'est vraiment des enjeux qui sont présents partout. Et en plus, dans certains territoires, bah, les IA vont avoir une part significative de l'emploi. Hein, si on voit donc Centre Morbihan, Roi-Morvan, Blavet, Bellevue, Océan, les IA vont représenter 30% des emplois privés dans ces intercommunalités, c'est-à-dire que c'est vraiment des territoires qui vivent pour les IA. Après, voilà, on a quelques autres exemples. Hein. L'UDEAC, on est à 25% des emplois, 4400. Sur Vitré, 4300. Et sur Lamballe, TRMR, 3600. Donc, on est vraiment sur un poids très, très important des établissements des IA sur le territoire breton.
Et enfin, on a voulu regarder par rapport à ces établissements, enfin à ces territoires, est-ce qu'il y avait des orientations, des spécialisations un petit peu de ces territoires par rapport aux IA? Et donc, ce qu'on a vu, c'est que ces spécialisations, elles sont bien sûr très liées à la présence de grands établissements. Alors, il faut savoir que les grands établissements, nous, ce qu'on appelle un grand établissement, c'est un établissement qui a plus de 250 salariés. Et donc, on a fait une étude spécifique sur les grands établissements bretons l'an dernier. Donc, c'est de là que vient cette carte. Et donc, vous voyez sur cette carte, les grands établissements des IA, ceux qui sont en rouge foncé. Donc, on voit bien ce que je vous disais, on les retrouve un petit peu partout sur le territoire. Et en fait, quand il va y avoir, par exemple, des grands abattoirs sur certains territoires, c'est des territoires qui vont être mécaniquement spécialisés dans la viande de boucherie, donc on voit ici en rouge foncé. On a certains territoires qui vont être plutôt orientés sur la viande de volaille. Bien sûr, dans le Finistère Sud, on va avoir les produits de la mer qui sont en bleu foncé, les produits laitiers qu'on va retrouver notamment dans le Finistère Nord. Et puis ensuite, il y a certains territoires qui sont plutôt diversifiés. Donc, il va y avoir divers types d'activités qui sont présents. Super. Donc, selon l'étude, toujours, c'est quelle est la structure du tissu agroalimentaire? Et du coup, vous parlez des grands établissements et qui concentreraient du coup largement l'emploi agroalimentaire. Oui, alors effectivement, alors, je sais plus, est-ce que je vais sur oui, je vais sur le diapo. J'avais un doute. Donc oui, en fait, je vous ai parlé des grands établissements. En termes de nombre d'établissements, ces grands établissements, ça représente 5% des 1200 établissements qu'on a vus tout à l'heure. Donc c'est pas grand-chose. Par contre, ces grands établissements, à eux seuls, c'est la moitié des salariés des industries agroalimentaires. Donc c'est vraiment un poids qui est très important. Alors ça varie selon les sous-secteurs. Euh, Par exemple, dans l'industrie de la viande et de la volaille, en fait, ils représentent 19% de l'ensemble des établissements. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup d'établissements, c'est surtout des très gros établissements. Pareil, dans la viande de boucherie, c'est 13%, et dans les fruits et légumes, c'est 12%. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément tant que ça, mais leur poids est très, très, très important dans l'industrie agroalimentaire bretonne. Et il y avait une partie donc sur les multinationales. Donc, selon l'étude, comment se traduit cette dépendance de l'emploi agroalimentaire breton aux multinationales étrangères? Alors, les emplois, en fait, dans les IA, ils dépendent beaucoup d'une multinationale et souvent de multinationales françaises. En fait, il y a les 2 tiers des salariés des IA en Bretagne qui travaillent pour des multinationales françaises. Donc ça, c'est le chiffre qu'on a ici. Alors, sur le graphique, bon, on va pas regarder tout en détail. L'idée, c'est qu'on a présenté donc l'ensemble des IA de France métropolitaine, l'ensemble des IA bretonnes et après les sous-secteurs qu'on vous présente. Sachant que la notion, c'est de se dire, est-ce qu'on est sur une entreprise qui est indépendante, donc ça, ce qui est en rouge? Est-ce qu'on est sur un groupe franco-français, donc en bleu relativement clair? Une multinationale sous contrôle français, donc en bleu un peu plus présent, ou une multinationale sous contrôle étranger. Donc, ce qui ressort très vite, c'est vraiment ce poids des multinationales sous contrôle français qui est très présent. Mais on voit des variations assez nettes finalement selon les secteurs. Donc, par exemple, dans la viande de boucherie, dans la volaille, dans les produits laitiers, on va avoir un poids des multinationales françaises. On voit ici, ici et ici, qui est nettement plus important. Alors que par contre, dans certains secteurs, les aliments pour animaux, ici, les plats préparés ou les produits de la mer, on va avoir des multinationales étrangères qui sont plus présentes, ou parfois, en fait, ça peut être des implantations en Bretagne, où c'est vraiment de la production qui est vraiment destinée à l'export vers leur territoire. Je pense notamment avec les produits de la pêche et certains produits asiatiques. Donc, pour résumer les principaux résultats de l'étude, donc retenir qu'en Bretagne, l'industrie agroalimentaire, c'est un secteur qui est très important pour l'emploi, et notamment pour l'emploi industriel, hein, quasiment la moitié de l'emploi industriel. Qu'on a des spécialisations au niveau des IA bretonnes autour de tout ce qui est transformation de produits d'origine animale. Et bien sûr, c'est lié à la production agricole bretonne qui est plutôt tournée vers l'élevage. On a dans l'ensemble une augmentation de l'emploi entre 2008 et 2022, mais plus spécifiquement dans les produits laitiers, et par contre une nette diminution dans la volaille. Et se dire que c'est vraiment en termes de structuration du territoire, les IA sont présents quasiment partout en Bretagne, et que, il y a une importance très nette des grands établissements sur l'emploi total. Et enfin, se dire que c'est pas que des entreprises. Ah oui, non, ça, pardon. Que c'est pas que des entreprises qui sont bretonnes, c'est aussi vraiment des multinationales françaises qui agissent sur les îles. Je vous remercie. Ah oui, Merci pardon, beaucoup. excusez-moi, j'avais oublié la suite. Euh, on a une question dans le chat de Madame Lelièvre qui demande s'il existe une étude plus spécifique sur les postes d'ingénieurs. Alors, nous, en tout cas, non. Clairement, on n'a pas fait d'études spécifiques là-dessus. Après, comme je le disais en introduction, là, on est vraiment sur plutôt du cadrage, du poids des IA, comment ils sont répartis, etc. On a cette vocation de travailler ensuite plutôt sur les métiers dans la deuxième étude qu'on fera cette année.
Donc, on pourra notamment regarder cette question de se dire, ben, finalement, en termes de répartition, d'emplois qualifiés, non qualifiés, de postes d'ouvriers, de cadres et d'ingénieurs, etc., est-ce que c'est des choses qui ont pu évoluer? Est-ce qu'on voit des différences nettes par rapport à d'autres territoires? Ce genre de problématique, ce sera plutôt pour la deuxième étude, qui sera D'accord, également en merci beaucoup. partenariat avec l'ADRETS après. On a aussi également souhaité faire un zoom sur une autre étude que l'INSEE a réalisée et qui fait écho au témoignage de la Coperle. L'étude se nomme En Bretagne, les travailleurs immigrés sont de plus en plus présents dans l'agroalimentaire. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage cette étude et ce qu'elle démontre dans le paysage de l'agroalimentaire en Bretagne? Alors, l'idée de vous parler de cette étude, en fait, c'était donc c'est une étude qu'on a réalisée qui est sortie en septembre dernier, qui fait suite à une première étude qu'on avait faite sur la part des immigrés en Bretagne. Donc ça, c'est le genre d'étude qu'on fait à peu près tous les 5 6 ans pour voir ben, comment est-ce que la situation évolue. Et donc, c'était une étude de cadrage qu'on avait fait sur la part des immigrés. Et on s'est dit, bah, c'est dommage de pas aller un peu plus loin parce qu'on avait beaucoup de matériaux, en fait, on avait beaucoup de choses à dire. Et on avait voulu parler d'abord de comment est-ce que les immigrés étaient implantés au sein du territoire breton. Et donc finalement, en travaillant sur l'étude, ben, on s'est dit, ben, on va se concentrer plutôt sur les immigrés qui travaillent, sur les actifs, et de voir dans quel secteur ils travaillent. Alors peut-être un élément important à préciser, c'est déjà la définition de ce que c'est une personne immigrée. Une personne immigrée, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Donc, ce qui veut dire qu'une personne immigrée peut très bien être française si elle a acquis la nationalité française entre-temps. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Et peut-être d'ailleurs que sur les personnes qui sont venues travailler à la Coperle et arrivées en 2000, il y en a peut-être qui sont devenus français depuis. Donc l'étude, elle est générale plutôt sur les travailleurs immigrés. Donc elle n'est pas spécifiquement sur l'aspect industrie agroalimentaire. Mais de fait, on va voir qu'il y a une part importante des immigrés qui travaillent dans l'agroalimentaire. Donc c'est pour ça qu'on a des éléments qu'on peut rajouter pour cette présentation. Donc, on fait une comparaison dans l'étude sur 10 ans, hein, entre 2012 et 2022. Alors déjà, on a donc, à peu près 70 000 personnes immigrées qui vont travailler en Bretagne en 2022, ce qui représente 5% des emplois de la région. Il faut savoir que la Bretagne, on est la région où la part des immigrés est la plus faible, en fait. Il y a vraiment très très peu, enfin, beaucoup moins d'immigrés en Bretagne par rapport aux autres régions. Alors, c'est une part qui est en augmentation sur 10 ans, mais qui, j'ai envie de dire, comme pour les autres régions françaises, mais on reste vraiment une région où historiquement il y avait moins d'immigration, et donc ça se ressent en fait dans nos chiffres. Donc, je disais 5% d'emplois de la région, mais dans le secteur des IA, on est à 7,5%. Et surtout, ce qui est très marquant, c'est que c'est une hausse de plus de 4 points par rapport à 2012. Donc, c'est-à-dire que la part des immigrés dans le secteur des IA, elle a plus que doublé, en fait, euh, depuis 2012. Donc, il y a vraiment eu une augmentation très, très nette de l'emploi des immigrés dans le secteur. Et finalement, je vous parlais tout à l'heure de l'évolution de l'emploi du secteur. Ben, elle correspond finalement d'une certaine manière à l'augmentation du nombre de personnes immigrées qui travaillent dans le secteur. Il faut savoir que dans les IA, on a les 2 tiers des immigrés qui viennent soit d'Afrique hors Maghreb, soit d'un pays de l'Union européenne, principalement de la Roumanie. Donc, on est cohérent avec nos collègues de la COPLA. Euh, Si on regarde comment ces travailleurs immigrés se répartissent sur le territoire, alors, encore une fois, là, on est sur l'ensemble des travailleurs immigrés. On n'est pas spécifiquement sur les IA. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on va les retrouver, la part d'emploi occupé des immigrés va être plus présente, plus forte dans la zone d'emploi de Rennes, hein. Donc, c'est là où on est à un peu plus de 7%. Mais dans les territoires où cette part d'emploi des immigrés est importante, eh bien, on va retrouver Lamballe-Armor, on va retrouver Pontivy et on a Carhaix. Donc, alors c'est des territoires où forcément il y a moins d'emplois total qu'à Rennes, donc le cercle concentrique il apparaît plus faible, mais la part des immigrés dans ces 3 territoires est plus importante, et c'est notamment parce que dans ces territoires, alors moins pour Carhaix, mais notamment Lamballe et Pontivy, on va avoir beaucoup d'agroalimentaire. Et ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est dans la publication, on a fait ce tableau sur les 15 professions qui étaient les plus exercées en Bretagne par les travailleurs immigrés. Et en fait, sur ces professions, celles où on a le plus de travailleurs immigrés, hein, c'est la colonne qui est ici, et ben, ce sont les ouvriers peu qualifiés de l'agroalimentaire. Donc en Bretagne, on en a un peu plus de 3400. Euh, donc ça représente 5% de l'emploi total des immigrés en Bretagne. Et au sein de cette profession, les immigrés représentent quasiment 20%, en fait, au sein des ouvriers peu qualifiés de l'agroalimentaire, il y en a quasiment 1 sur 5 qui est une personne immigrée. Donc ça, c'est vraiment un résultat qui est important.
C'est-à-dire que dans cette activité, la part de l'emploi immigré est vraiment très, très significative. On retrouve aussi, on parlait tout à l'heure des enjeux de qualification, dans les emplois qualifiés de l'agroalimentaire. Là, on en retrouve 1300. Et au sein de cette catégorie, ils représentent quand même 12% du total de l'emploi. Donc c'est vraiment ce. Alors là, encore une fois, c'est un petit zoom, mais c'est des problématiques qu'on aura l'occasion de plus développer dans notre prochaine étude. Mais se dire que cet emploi des immigrés dans l'agroalimentaire en Bretagne, c'est une réalité et c'est bien plus important que la part de l'emploi des immigrés dans l'ensemble de l'économie bretonne. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, Tristan. On peut peut-être prendre 1 ou 2 minutes de questions si jamais dans le chat vous en avez, c'est le moment. Sinon, je peux laisser la parole à Audrey et Caroline si vous avez des informations à rajouter ou des observations par rapport à l'étude. Alors, dans le chat, on peut laisser un petit peu de temps s'il y a des personnes qui veulent formuler effectivement des questions. En tout cas, on a pris les questions qu'il y avait au fur et à mesure. Voilà, c'est vraiment intéressant de voir à quel point l'étude de l'INSEE voilà, intervient, enfin, est en écho au témoignage. Donc, effectivement, je ne sais pas si Tristan, de votre côté, vous souhaitiez rebondir sur le témoignage ou si Audrey et Caroline vous avez des commentaires, des commentaires. En tout cas, dans le chat, je crois que tout était vraiment très clair. Donc voilà, il y a pas forcément de questions supplémentaires. Oui, et juste peut-être voilà, en complément de ce qui a été dit, et c'est vrai que voilà, les études et notre présentation vont dans le même sens. Et aujourd'hui, il est clair hein, que le recours à la main-d'œuvre étrangère, enfin, je veux dire, il ne peut pas se discuter, il est vraiment indispensable pour faire vivre les entreprises et les territoires. Non, ce que je voulais juste préciser, c'est qu'effectivement, le recours à la main-d'œuvre étrangère, alors il est vrai, il se fait sur des postes peu qualifiés, non qualifiés, sur des postes d'opérateurs de production, sur des postes de manutention, mais de plus en plus aussi sur des postes qualifiés, parce qu'on voit sur certains métiers, la compétence, on ne la trouve pas en fait en local, quoi. Donc, par exemple, sur les métiers de l'informatique, nous, de plus en plus, en fait, on a alors des candidats qui deviennent salariés qui sont d'origine étrangère, euh, indienne ou pays du Maghreb principalement. Dans le domaine de la qualité, c'est la même chose, hein. On a beaucoup de personnes aussi qui viennent de l'étranger. Et Euh, sur ces postes plus qualifiés, vous procédez de la même manière au niveau des recrutements? Enfin, comment est-ce que vous allez chercher en fait les personnes? Non, sur ces métiers-là, on n'est pas sur des démarches vraiment actives, c'est plutôt les candidats qui viennent à nous. Et c'est vrai qu'on voit sur certaines offres d'emploi, on a une énorme majorité de candidatures étrangères, en fait, hein. D'accord. Alors, je vois que Monsieur Fravalo lève la main. Est-ce que vous pouvez poser votre question dans le chat parce qu'on ne peut pas vous donner la parole, malheureusement. Et peut-être en attendant la Oui. question, alors là, j'ai présenté que certains éléments de l'étude sur l'emploi des immigrés. Ce qui ressort aussi, c'est qu'en fait, il y a vraiment un phénomène un peu en U, c'est que les immigrés, on va soit les retrouver, les travailleurs immigrés, on va soit les retrouver dans des emplois très peu qualifiés, mais on va aussi beaucoup les retrouver dans des emplois de cadre. Et notamment dans l'informatique. Alors, nous, ce qu'on mettait en avant dans l'étude, c'est que ces ouvriers, ces travailleurs immigrés qui étaient plutôt dans des emplois de cadre en informatique, on les retrouvait beaucoup dans la zone d'emploi de Rennes, par exemple. Mais donc, c'est vrai, c'est effectivement une réalité par rapport à ça. Et peut-être pour rebondir sur le petit cadrage qui a été fait sur l'emballe, il y a vraiment un enjeu, comment dire, il y a vraiment un enjeu de vieillissement pour la Bretagne. Alors moi, je fais beaucoup de présentations sur les enjeux de projection de population. C'est vraiment ce que je fais le plus. Et donc, dans nos projections de population à l'horizon 2050, ce qui ressort toujours à chaque fois, c'est cet enjeu de vieillissement de la population, j'ai envie de dire, stagnation au mieux de la population active d'ici 2050, mais probablement plutôt même de la baisse, mais par contre ce vieillissement. Et donc, ça qui pose la question, effectivement, de dire comment est-ce qu'on fait par rapport à ce vieillissement pour maintenir l'activité économique dans un contexte où on est effectivement une des régions avec le taux de chômage le plus faible, hein, on est ex aequo avec le Pays de la Loire, on est vraiment très bas, et que dans certaines zones d'emploi, on a Lamballe, mais Vitré, on a un taux de chômage à 4%, on est sur du quasi plein emploi. Donc, il y a vraiment un enjeu de tension dans les métiers, et comment est-ce qu'on répond à cette tension dans les métiers?
Alors, Monsieur Fravalo a pu poser sa question. Du coup, il demandait si c'est un problème de compétences, notamment par rapport à la qualité sur les difficultés de recrutement, si c'était un problème de compétences de la part des candidats français. Je dirais plus que c'est un problème de ressources, un problème de quantité, entre guillemets, avec des filières qui sont complètement délaissées. Donc là, si on parle de la qualité, ce qu'on constate, c'est que c'est un domaine qui est plus du tout à la mode, finalement, chez les jeunes, qui vont plutôt s'orienter vers la R&D, vers le marketing, vers la communication, mais clairement plus vers la qualité. Et l'alternance est-elle d'usage dans les industries agroalimentaires pour accompagner les salariés dans l'accroissement de leurs compétences et satisfaire le grand besoin de main-d'œuvre qualifiée? Oui, ben, on est en train Oui, de... oui, vous, au niveau de la Coperle, vous avez développé en fait des stratégies autour de l'alternance. Oui, 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 on accueille bah, voilà, chaque année hein, des alternants dans nos différents services, effectivement. Mm. Peter qui pose une question sur les niveaux de rémunération. Est-ce que les niveaux de rémunération ont pu évoluer par rapport justement à ces difficultés de recrutement et ce manque de manœuvre? Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce type de débat qui sont un petit peu hors cadre en fait vis-à-vis du sujet. Oui, les rémunérations augmentent, mais elles augmentent partout finalement. Donc, bon. Mm. Euh, est-ce qu'il y a une politique spécifique autour du handicap? C'est Valérie Mahé qui demande si, voilà, pour des personnes avec une incapacité physique partielle, par exemple, est-ce que vous avez aussi pu accueillir des personnes en situation de handicap? Alors, je pense que c'est lié comment dire, à la finalité du poste pôle diversité que cette question est posée. C'est vrai qu'aujourd'hui, le pôle diversité il a été créé dans un premier temps avec un gros focus sur pas problématique, mais sur cet enjeu de fidélisation, d'intégration de nos travailleurs étrangers. On va aussi aller sur l'enjeu de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment le cœur du pôle. Mais effectivement, actuellement, alors je me rappelle plus la question du coup. C'était par rapport aux personnes en situation de handicap, si vous aviez accueilli ou développé une politique en faveur de Ah, l'accueil et l'intégration de personnes en situation de handicap. Alors, il n'y a pas de développement en soi de véritable politique, mais on accueille les personnes en situation de handicap. On maintient aussi des personnes en emploi qui peuvent aussi bah, se retrouver en situation de handicap en étant déjà dans l'entreprise. Donc, on met en place effectivement des actions, mais aujourd'hui, on n'a pas encore bien structuré, comme on peut le voir sur la partie diversité culturelle, mais c'est aussi un enjeu on fait étape par étape, j'ai envie de dire, pour pas s'éparpiller. Comme je disais tout à l'heure aussi, je suis seule sur le pôle diversité, donc on construit, se construit petit à petit, mais bien évidemment que aujourd'hui, la politique sur l'emploi des travailleurs handicapés est comment dire, n'est peut-être pas forcément dans le pôle diversité, mais au sein des différentes branches RH, parce que chaque branche de la Coperle a un responsable RH dédié qui a cette mission dans sa fonction. D'accord, merci. Merci pour ces précisions. Je vois que l'heure tourne. Je vais peut-être plutôt repasser la parole maintenant à Marjorie pour conclure. Marjorie, si tu veux bien conclure. Et puis s'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, n'hésitez pas à ce moment-là à revenir vers nous. On tentera de répondre à vos questions en prenant attache auprès des différents intervenants. Merci à tous. Merci à vous trois aussi d'avoir été avec nous aujourd'hui et tout notre temps de préparation. Et merci à toutes et tous d'avoir été présents pour ce rendez-vous. J'espère que ça a été clair et fluide pour tout le monde. Donc, le replay de ce webinaire sera disponible sur le site du Grève Bretagne. On va vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Et à la suite de votre participation aujourd'hui, vous allez recevoir une enquête de satisfaction en quittant l'application, ainsi que par mail dans les prochains jours, qui vous permettra de nous partager votre avis sur ce webinaire. Et toutes suggestions et pistes d'amélioration sont vraiment les bienvenues.
Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et vous souhaiter une très très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.